Cette vidéo est une collaboration entre les chaînes Flavio de l'Estival et AB Sapiens. Nous allons chacun nous partager une partie de ce scénario alternatif, afin d'entremêler les styles de chacun et surtout pour introduire nos univers à nos communautés respectives. Le roi Aerys II Targaryen deuxième du nom, plus célèbre sous le sobriquet du roi fou, était le 16e roi de la dynastie Targaryen dont la chute intervient à cause de sa perte de lucidité et de sa cruauté. Jadis, Aerys était un jeune prince prometteur qui incarnait un avenir radieux pour les 7 couronnes ainsi que pour la maison Targaryen. Il n'était pas sans défaut et manquait certes d'humilité, ainsi qu'il était visiblement trop lubrique, mais en dehors de cela, le prince Aerys était honorable sous tout rapport, voire même chevaleresque. Dans sa jeunesse, il combattit durant la guerre des rois à 9 sous aux côtés de Stéphon Baratheon, l'héritier d'Accalmie, et de son ami, un jeune Tywin Lannister qui reçut l'honneur de faire chevalier le prince héritier lui-même. Une fois qu'Aerys monte sur le trône de fer, il fait l'image d'un roi prometteur et beaucoup lui déclarent qu'il pourrait devenir l'un des meilleurs souverains que les 7 couronnes n'aient jamais connus. Enhardi par ses louanges qui boostent son ego déjà enflé, Aerys II proclame alors une série de projets à la hauteur de la réputation qu'on lui attribue déjà. Parmi elles, il y a la conquête définitive des degrés de pierre et leur intégration au sein du royaume, la construction de canaux d'irrigation souterrains sous Dorne afin de faire fleurir le désert, la construction d'un deuxième mur au-delà du mur afin d'élargir les frontières du royaume et y intégrer les sauvageons, créer une flotte royale pour écraser Braavos afin de faire disparaître leur influence bancaire sur la couronne, et construire une nouvelle capitale sur la rive opposée de la Nera toute faite de marbre blanc. Et après tout, pourquoi ne pas être aussi ambitieux? Aerys avait hérité d'un royaume en paix, qui avait vu la menace des feux noirs disparaître pour toujours, et les caisses étaient pleines, ainsi que la couronne bénéficiait d'une forte administration, avec Tywin Lannister comme main du roi, et bientôt avec Rhaegar comme héritier solide du trône de fer. Dans l'histoire principale, Aerys II ne commence jamais à travailler sur aucun de ses plans par pure fainéantise, ce qui est un peu difficile à croire étant donné qu'il possédait tous les outils à sa disposition pour devenir un très grand roi. Alors pourquoi refuser de ne serait-ce qu'essayer de s'en servir? Sa folie est peut-être à blâmer. Dans notre scénario, nous analyserons donc la question: et si le roi fou n'avait jamais été fou, sous l'angle de la réalisation de ses projets, leur impact sur le royaume et leur aboutissement ou leur échec, en n'oubliant pas d'interpréter différemment les éléments qui marquent son règne dans le lore. Les derniers vents frais de l'hiver tombaient sur Port-Réal, et une colombe blanche arriva pour signaler la fin de celui-ci. Bien que le jeune roi Aerys II avait hérité d'un royaume en paix, celle-ci était encore nouvelle après la fin de la guerre des rois à 9 sous et la rébellion écrasée des règnes et des Tarbeck dans les terres de l'Ouest. Prenant conseil auprès de sa toute nouvellement nommée main du roi Tywin Lannister, ainsi qu'auprès du grand maître Pycelle, Aerys gagna en sagesse et perdut en impétuosité, se concentrant d'abord à faire prospérer le royaume au début de son règne, avant de lui demander de s'investir dans ses plans, ayant pour but d'améliorer la vie de tous, ainsi que de redorer l'image de puissance et de bonté de la maison Targaryen. Inspiré par ses prédécesseurs, leurs victoires ainsi que leurs erreurs, il se décide à nommer son conseil restreint. Après tout, il aurait besoin d'hommes compétents et loyal s'il se devait à se lancer dans autant de projets de longue haleine. Après avoir consulté les archives du Donjon Rouge, le roi eut alors l'initiative de nommer chacun des seigneurs suzerains à son conseil restreint. Tywin, le Lord Lannister, était déjà main du roi. Stéphon Baratheon fut nommé maître de la guerre pour son expérience dans les degrés de pierre. Mace Tyrell fut nommé grand argentier pour la richesse et les denrées que sa famille fournissent à la couronne. Lord Rickard Stark fut nommé maître des lois pour la réputation d'honorabilité de sa maison. Le prince Doran Martell, à qui Aerys promit de marier son premier fils une fois né avec une de ses filles, comme maître chuchoteur, ainsi qu'il propose à Quellon Greyjoy, le père de Balon Greyjoy, la position de maître des navires qu'il accepte après une longue considération, en échange du contrôle partiel des degrés de pierre une fois conquis. Le roi allait avoir besoin de l'expérience marine des Fernets pour contrôler le détroit. Les seigneurs Arryn et Tully furent également invités à rejoindre le conseil en tant que conseillers privilégiés de la couronne, le but de cette manœuvre étant aussi de s'assurer la compétence des lords suzerains du royaume, mais également de leur proximité et de leur loyauté. En effet, le but d'Aerys est également d'unir les royaumes afin de créer un sentiment d'appartenance unitaire autour du roi de la Maison du Dragon. Il en était ainsi pour éviter de possibles rébellions. La relation des seigneurs avec la couronne était tendue depuis le règne d'Aegon V du nom, qui a promulgué beaucoup de décrets pro-paysannerie qui réduisaient le droit des seigneurs sur leurs serfs. Et Aerys aurait pu lever ses lois afin d'apaiser les seigneurs, mais il choisit à la place d'imposer son autorité, sûrement par pure
pure arrogance. La présence des grands seigneurs à sa cour suffira pour les calmer. Beaucoup viendraient avec leur famille. Si jamais les choses tournaient de mal en pis, eh bien, il lui suffirait de prendre les seigneurs et leur famille en tant qu'otages. Pour l'instant, les efforts du règne d'Aerys II se concentraient sur stabiliser le royaume et préparer ses multiples plans. Le plan dornien et nordien devrait atteindre respectivement le printemps et l'été, et la conquête du détroit se fera dès que la flotte royale, dont la supervision reviendrait au Velaryon, sera terminée. En attendant, Aerys II devait se concentrer sur faire naître un héritier, ainsi que celui de rester fidèle à sa sœur épouse, la reine Rhaella. Ayant été mariés jeunes l'un à l'autre dans la tradition targaryenne, l'on ne peut pas dire que leur mariage ait été fait d'amour. Néanmoins, si Rhaella devient une reine effacée et mélancolique dans le lore, c'est parce qu'elle est la première à souffrir en silence de la folie d'Aerys. Ici, un Aerys avisé l'encouragerait à être une reine ouverte et présente, une tâche qu'elle accepterait de remplir, dépossédée du chagrin qu'il est censé lui provoquer. Elle devient le diplomate du couple royal, s'inspirant de celui que formaient la bonne reine Alysanne et le roi Jaehaerys Ier du nom. Rhaella participait aux pérégrinations royales, aux tournois, aidait les maisons nobles à conclure des mariages entre elles, les rapprochant ainsi de la couronne, assistant même à certaines réunions du conseil restreint où elle était libre de donner son avis. Et Aerys, quant à lui, était soit d'accord avec elle, soit était prêt à se disputer ardemment pour un rien. Leur manque d'affection poussa tout de même Aerys hors de son lit marital, ainsi que potentiellement dans celui de Joanna Lannister, la promise ainsi que la cousine de Tywin. Rendu furieux par les rumeurs qui se propageaient sur leur affaire, Tywin ravala sa fierté jusqu'au moment où il aurait besoin de faire pression sur le roi. Et Aerys, découvert dans son adultère, fit une marche de repentance jusqu'au septuaire de Baelor et promet alors de ne plus jamais coucher avec nul autre que la reine. Rhaella veut qu'il suit désormais à la lettre. Les années passent et le roi prend en maturité avec la naissance de Rhaegar, suivi de celle de Viserys plusieurs années plus tard. La reine est enceinte de Daenerys et Rhaegar est devenu un leader capable, ainsi qu'un fin diplomate comme on le connaît. La défiance de Sombreval ne s'est jamais produite vu qu'Aerys II n'était pas assez fou pour aller lui-même écraser cette rébellion mineure, et c'est Tywin Lannister qui a procédé à l'extermination de cette maison, comme pour les pluies de Castamere. Sous l'égide de la flotte royale terminée, le détroit était sécurisé et les 7 couronnes y régnaient en maître, diminuant l'influence des cités libres sur les rives d'Essos. Le printemps arrivait, il était temps pour le roi de mettre en œuvre ses plans. La conquête des degrés de pierre fut lancée, sous le commandement du lord Lucerys Velaryon, et appuyé par le nouveau maître des navires Balon Greyjoy qui a succédé à son père, les garnisons de l'archipel étant composées principalement d'une poignée de pirates désorganisés, elles ne feraient pas le poids face à leurs forces combinées. Aussi, bien que le roi comptait sur les capacités diplomates de son fils et héritier Rhaegar, afin de gérer le détournement de 2 rivières du Bif et de Terre de l'Orage pour alimenter Dorne, il choisit cependant de partir avec les 20 000 hommes que le roi détacha au nord du mur, en passant par Winterfell, afin de lancer la construction du deuxième mur, celui-ci fait entièrement de pierre et non de glace, ainsi qu'il se chargea de confier son message au roi d'au-delà du mur, et Aerys accepta en rechignant. Qui sait ce que Rhaegar pouvait bien avoir à l'esprit. Depuis la fenêtre de la tour de la main, Tywin Lannister observe le détachement militaire accompagnant le prince héritier Rhaegar Targaryen en direction du Grand Nord. Quelle idée absurde, pense-t-il, vouloir construire un second mur. Néanmoins, telle est la volonté du roi, malgré les tentatives de Tywin de l'en dissuader. Le vieux lion se tourne alors vers son bureau sur lequel s'est accumulé des documents royaux et les décrets à examiner. Puis, il porte son regard sur une missive reçue plus tôt dans la journée. Il s'agit d'une lettre de son fils Jaime, alors régent de Castral Rock en l'absence de son père, qui l'informe que la sépulture de sa mère, Joanna Lannister, a bien été achevée. Cela fait quelques années que Tywin a ordonné la construction d'un tombeau digne de la seule femme qu'il ait jamais aimée. Maintenant que c'est chose faite, il peut songer à autre chose. Premièrement, sa proposition de mariage entre Viserys Targaryen et Cersei Lannister, afin d'assurer sa position de main du roi et également de faire taire définitivement les rumeurs sur le roi Aerys et sa défunte épouse. Ensuite, demeure la question de Tyrion. S'il n'était pas si loin de Castral Rock, le vieux lion l'aurait probablement fait disparaître lui-même. Pour autant, son fils aîné Jaime semble avoir une affection pour le monstre de Castral Rock. Qu'à cela ne tienne, il faudra composer avec. Enfin, c'est un tout autre problème qui inquiète Tywin, le départ de Rhaegar pour le nord. Il ne peut s'empêcher de se demander la raison qui pousse le prince héritier à un tel voyage, en délaissant ainsi sa femme, Elia Martell, et ses enfants. Pour le régent des terres de l'Ouest, quelque chose se trame dans les intentions de Rhaegar. Aussi, la main du roi s'est assurée de le faire suivre par quelques espions, afin de s'assurer que l'héritier du trône ne fasse rien de stupide ou d'inconsidéré. Après tout,
Tywin doit déjà composer avec l'idiotie d'Aerys, il ne va pas en plus s'infliger celle de son fils. Sortant de ses songes, la main du roi s'empare des documents royaux et se dirige vers la salle du conseil restreint. Il y a beaucoup à faire, surtout avec les projets toujours plus ambitieux et déments du roi. L'irrigation de Dorne ne se fera pas toute seule. Tywin a conscience qu'un tel chantier demandera une quantité d'or que lui-même ne peut pas prêter à la couronne. Il va falloir se tourner vers la bande de fer de Braavos. Non pas pour emprunter, mais pour la conquérir. Après tout, le roi Aerys II a été clair sur son ambition de s'emparer de la cité maritime. Tywin le sait, ce ne sera pas une guerre gagnée d'avance, en particulier si les autres cités libres s'unissent contre les 7 couronnes. Néanmoins, la main du roi reste un redoutable stratège. Il sait qu'avec une marine suffisamment puissante, il aura la supériorité numérique une fois les troupes débarquées sur Essos. Le vent souffle contre les pierres noires de Winterfell. La lune est haute dans le ciel et éclaire de son reflet la fenêtre de la chambre de Lyanna Stark. Cette dernière s'apprête à s'échapper du château pour rejoindre l'homme de son cœur, Rhaegar Targaryen, arrivé il y a quelques jours avec l'armée en charge de préparer la construction du second mur. Un second mur. Quelle drôle d'idée, se dit-elle, avant de se vêtir d'une fourrure chaude et de se faufiler dans les couloirs de la demeure ancestrale des Stark. C'était sans compter son frère Brandon, sur lequel elle tombe par hasard. Ce dernier, surpris de l'avoir vagabondé ainsi dans les couloirs, à une heure si tardive, lui demande ce qu'elle fait là. Prise au dépourvu, la jeune Stark tente de mentir à son grand frère sans succès. Après considération, elle finit par lui dire la vérité sur sa liaison avec le prince héritier de Targaryen. Elle remarque rapidement la stupeur sur le visage de son frère, qui encaisse difficilement la nouvelle. Ce dernier, prenant un petit moment pour reprendre ses esprits, abasourdi par ce qu'il vient d'apprendre, finit par la sermonner sur l'importance de la promesse faite à leur père. Lyanna est promise à Robert Baratheon, et Rhaegar est déjà marié. Malheureusement, la jeune Stark n'en démord pas, elle est amoureuse et ne supporte pas Robert. Aussi, la jeune louve implore son grand frère de garder le secret de ne rien révéler à leur père. Brandon est hésitant, son affection pour sa sœur est-elle plus grande que son sens de l'honneur et du devoir. Après quelques minutes de réflexion, l'héritier de la maison Stark finit par accepter de ne rien révéler, tout en prévenant sa sœur que s'il est interrogé, il ne mentira pas pour elle, mettant une limite claire entre sa tolérance envers l'écart de sa sœur et son respect pour la vérité. Pour Lyanna, il n'en faut pas plus. Elle remercie son frère et le prend dans ses bras, avant de partir en direction du Baral sacré de Winterfell pour retrouver son aimé. Ce dernier l'attend nerveusement, accompagné par Barristan Selmy, qui est ici mis dans la confidence par Rhaegar, et un mestre, ayant pour tâche d'unir les deux amants dans un mariage officieux. Cependant, bien à l'abri des regards, le petit groupe n'a pas conscience d'être observé par l'un des espions de Tywin, stupéfait. La cérémonie de mariage se déroule sous le regard des anciens et des nouveaux dieux. Lyanna échange un baiser avec Rhaegar, se liant à lui à la vie comme à la mort. Une scène touchante d'un amour sincère qui condamne pourtant un royaume devenu prospère à une instabilité certaine. Mais pour l'heure, cela n'a aucune importance, pour les deux amants qui profitent d'un moment qui n'appartient qu'à eux. Établi dans la capitale Port-Réal depuis 2 ans, Peter Baelish a débuté son ascension vers le pouvoir, s'étant enrichi grâce à ses bordels et autres investissements. Il garde un goût amer de sa dernière confrontation avec Brandon Stark, et cherche un moyen de s'en débarrasser dans le but de récupérer le cœur de Catelyn Tully. Un objectif qu'il va peut-être pouvoir accomplir grâce à la nouvelle qu'il vient de recevoir. En effet, cela fait maintenant plusieurs années qu'il s'est attelé à se bâtir un réseau d'espions dans le but d'accéder à une position de pouvoir. Et voilà qu'un murmure du Nord lui parvient. Lyanna Stark aurait été vue en compagnie de Rhaegar Targaryen dans une cérémonie de mariage officieuse. Pour Littlefinger, c'est une véritable opportunité, celle de débuter une guerre entre les Baratheons et les Stark. Une guerre qui pourrait coûter la vie à ce cher Brandon et par la même occasion libérer Catelyn de son mariage. Il suffirait d'une petite étincelle pour débuter un conflit qui lui profiterait durablement. Il peut déjà l'imaginer. Une rébellion réunissant Dorniens et Baratheons contre Stark, Targaryen et Lannister. Peut-être même une guerre totale. Après tout, qui sait si les Tully et le Val resteront de loyaux alliés en apprenant qu'une Stark a brisé sa promesse de mariage, de même que le prince Rhaegar. Pour autant, si Littlefinger veut provoquer son chaos, il a besoin d'une preuve, et s'il y a eu mariage, un maître devait être présent.
Baelish va donc engager un petit groupe de mercenaires, afin de s'emparer du maître qui aurait officié l'union entre le dragon et la louve, afin d'obtenir une preuve irréfutable. Il va également tenter de débusquer les autres observateurs qui auraient pu être témoins de la scène. Après tout, s'il est au courant, la main du roi doit l'être également. Et il ne souhaite pas laisser à Tywin le premier coup de cette partie d'échecs qui s'annonce sanglante. D'ailleurs, Baelish décide de prendre l'initiative en engageant également un assassin ayant pour mission de s'en prendre à Elia Martell et ses enfants, afin de faire accuser Lyanna Stark et Rhaegar de la tentative. Pour cela, une fausse lettre cachetée du sceau Targaryen devrait suffire. La colère des Martell sera chauffée à blanc, et le roi Aerys se retrouvera dans une situation embarrassante. Ensuite, il suffira de révéler l'union de Lyanna et Rhaegar à Robert Baratheon et laisser le tempérament guerrier de ce dernier prendre le dessus. Il peut déjà voir le tableau sanglant, les batailles, et surtout la mort de Brandon Stark. Peu importe le vainqueur de la guerre, quoi qu'il arrive, Baelish s'assurera de faire le nécessaire pour obtenir la main de Catelyn et suffisamment d'influence pour s'emparer des conflans sans avoir à dégainer la moindre épée. Après tout, l'information, c'est le pouvoir. Dans cette réalité alternative, les mois qui suivent le mariage officieux de Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen laissent place à une partie d'échecs insidieuse entre Tywin Lannister et Peter Baelish, l'un cherchant à faire s'échouer les plans de l'autre et inversement. Néanmoins, l'inévitable finit par se produire. Elia subit une tentative d'assassinat, à laquelle elle échappe de justesse grâce à son frère Oberyn Martell, qui périra en lui sauvant la vie. Cet événement provoquera la colère de Dorne, d'autant plus grâce aux fausses preuves fabriquées par Littlefinger. Et enfin, lorsque Robert Baratheon apprend la nouvelle du mariage insidieux, les événements s'enchaînent. Les familles Martell et Baratheon exigent justice et réparation. Dans cette situation, le roi Aerys II n'a d'autre choix que de se préparer à une hypothétique guerre et d'ordonner à son fils Rhaegar de revenir à la capitale pour s'expliquer. Dans cet univers alternatif, il est possible qu'au même moment, Rickard Stark, le père de Brandon et d'Eddard, meurt de vieillesse. Brandon Stark, désormais lord de Winterfell et du Nord, aurait dû faire un choix. S'allier à Rhaegar pour défendre sa sœur Lyanna et entrer en guerre contre les Baratheon et les Martell, ou accomplir son devoir et envoyer Rhaegar à Port-Réal et condamner sa sœur, Lyanna, en exil, voire à mort en fonction des exigences des familles insultées. Dans le cas où Rhaegar se rendrait à Port-Réal, son père Aerys II n'aurait d'autre choix que de l'envoyer au mur pour réparer l'affront fait aux familles courroucées, et ainsi préserver la paix du royaume. Une solution que Tywin aurait soutenue, puisque Viserys, marié à Cersei, deviendrait le nouvel héritier du trône de fer. Autrement, cela aurait signifié la guerre, un conflit dantesque opposant d'un côté les Stark, Targaryen et Lannister, aux forces Baratheon, Martell, et peut-être celles des autres maisons, qui auraient été du côté des rebelles par intérêt ou par sens de la justice. On peut aisément imaginer qu'au Val, un duel éclate entre Robert et Ned Stark. Un duel que Robert gagnerait probablement, étant bien plus fort physiquement que son ami Eddard. De même, dans cette réalité, Littlefinger aurait sans doute manipulé Lysa Tully bien plus tôt pour se débarrasser de Jon Arryn et s'assurer que le Val s'oppose à la couronne, ou reste neutre. Les Greyjoy auraient sans doute profité de ce chaos pour se rebeller afin d'obtenir leur indépendance et le destin de la guerre reposerait sur l'alignement des maisons Tully et Tyrell. En cas de victoire du camp rebelle, Robert aurait probablement fait exécuter Lyanna Stark, n'étant pas du genre à pardonner, mais en serait resté là. Il n'aurait jamais pris le trône, et aurait sans doute laissé un enfant Targaryen au pouvoir, puisque dans cette réalité, Aerys II n'est pas fou, et qu'il sait que Rhaegar n'a pas violé et kidnappé sa bien-aimée. A l'inverse, en cas de victoire du camp royal, on peut imaginer des rancunes tenaces des perdants envers les gagnants, des tensions qui auraient contraint le roi Aerys à déshériter Rhaegar tôt ou tard pour assurer la stabilité du royaume. Concernant Lyanna Stark, dans le meilleur des cas, elle serait également déchue de sa place dans la maison Stark, et partirait vivre aux côtés de Rhaegar sur les routes. Néanmoins, il est plus probable qu'elle soit envoyée dans l'ordre religieux des Sœurs du Silence, voire exilée à Pentos. Voilà, c'est la fin de cette uchronie. Un grand merci à Flavio de l'Estival pour sa participation et son idée de scénario. Vous trouverez sa chaîne en description de la vidéo. Si vous avez des suggestions quant à l'issue de la guerre, décrite durant la vidéo, n'hésitez pas à la poster en commentaire.